Les aqueducs ont été construits en 2014-2015. Le belvédère a été construit et livré en 2021. L'ADN même de Valimo-Reim était de bâtir des produits dans lesquels on intégrait la dimension sociale, l'entreprise et surtout l'utilisateur avec l'offre de services adaptés et les évolutions technologiques. Et c'est vrai que le groupe, la force du groupe et notre attachement industriel était d'offrir une efficacité énergétique, un bien-être au travail et des services. Et toute cette orientation s'est bâtie avec ce premier essai qui était les aqueducs il y a 10 ans et la transformation avec Belvédère qui est devenu le flagship avec le service, l'autoconsommation, le réseau intérieur des bâtiments au service d'un des plus gros utilisateurs de la zone qui est GSF. Midi 2i accompagne d'abord et avant tout des investisseurs institutionnels. Quelque part, les investisseurs institutionnels que nous accompagnons, et notamment les banques, que ce soit les banques populaires ou les caisses d'épargne, aujourd'hui sont clairement engagés sur des démarches environnementales. Et notre modèle économique de société de gestion, nous l'avons fait évoluer depuis 2018 vers cette démarche responsable et environnementale à travers les fonds que l'on a créés. Le premier des fonds que nous avons labellisé ISR, c'était la SCPI Métronome, qui elle-même est propriétaire aujourd'hui de l'immeuble Le Belvédère. Et pourquoi le Belvédère est rentré dans cette SCPI? Tout simplement parce qu'avec tout ce que vous avez pu développer en démarche environnementale, il était naturel pour nous de le loger dans la SCPI et en même temps, parce que c'est un critère qui est essentiel pour un investisseur, ça assure sa liquidité sur le moyen long terme, ce qui est pour nous une conviction de société de gestion. De la même manière, pour l'immeuble Aqueduc, qui lui a été acheté dans le cadre d'un club deal, où on a réuni une caisse d'épargne, dont nous avons créé récemment une foncière, elle aussi labellisée ISR, et une mutuelle, de par son activité, qui est énormément engagée sur la partie responsable. Donc, naturellement, les deux actifs que vous nous avez proposés cochaient, on va dire, cette case parfaitement pour pouvoir être logés dans les fonds qui les détiennent aujourd'hui. La liquidité, pour nous, en tant qu'investisseurs moyen-long terme, est essentielle. Et si je dois aller plus loin, je vais me mettre humblement à la place des locataires que nous accompagnons dans les immeubles que nous détenons, parce que tout simplement, les locataires, c'est la pérennité des flux locatifs pour nos investisseurs. Et si on regarde les locataires aujourd'hui, l'accent sur lequel on est très attentif, c'est le bien-être. Et donc dans la notion de bien-être, alors forcément il y a l'immeuble en tant que tel, mais souvent on oublie, et nous c'est essentiel dans l'appréhension que l'on a des actifs que l'on achète et que l'on étudie, c'est l'environnement autour de ces immeubles. C'est en gros un locataire, quand il arrive dans un environnement comme celui de Sofia, est-ce qu'il a la logique d'y rester et d'y faire un passage, ou d'y rester et d'y rester très longtemps? Et quand on voit la technopole, comment elle est développée, quand on voit les cadres de vie que vous proposez, que ce soit au niveau des transports en commun, au niveau des services, quand on voit le niveau de végétalisation qu'il peut y avoir dans la technopole, on a l'impression, en fait, d'aller au bureau tout en restant chez soi. Et je pense que pour les générations, et notamment les générations futures, ce sont des critères qui sont essentiels pour pouvoir continuer, en tous les cas, à capter les talents pour les entreprises et surtout à maintenir aussi ceux qui y sont déjà. Donc, Sofia, pour nous, est une technopole très spécifique par sa particularité géographique et vous avez su en faire une réelle attractivité pour les entreprises, les chercheurs, les étudiants qui y vivent au quotidien. Comme vous l'avez dit, Sofia Antipolis, qui a bientôt 60 ans, a 90% d'espace vert sur les 2400 hectares qui la composent. Ça, c'est une réalité historique qui date de la façon dont l'aménagement au sein de la technopole a été créé. Et c'était cette volonté de pouvoir avoir une dynamique de recherche, d'innovation, de création d'activités, de création d'emplois qui soit au sein de la nature.
C'est véritablement un des éléments différenciants de ce qu'est Sophia Antipolis par rapport à énormément d'autres territoires urbains sur lesquels, effectivement, les entreprises ou les acteurs qui y vont recherchent de l'urbanité et recherchent des services qui sont liés à cette situation. Un aéroport, pouvoir prendre l'avion tous les jours, pouvoir avoir des transports en commun qui sont véritablement genre métro, etc. Nous, ici, on est dans un schéma qui est différent, c'est 90% d'espace vert. C'est un écosystème de 46 000 emplois qui a atteint une masse critique dans le domaine de l'innovation qui est lié à tout ce qui est numérique d'une manière générale. Ça veut dire qu'en fait, on est avec des acteurs économiques, des grands groupes, des startups, des laboratoires de recherche publics, privés, des associations, divers acteurs de l'accompagnement qui permettent de faire que finalement Sophia est un techno-provider pour l'ensemble finalement des autres industries et ça permet de pouvoir être toujours avec un coup d'avance. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle avant tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Nous, on parle de quantique. Demain, tout le monde parlera sans doute quantique, on sera sans doute sur autre chose. Et ce qui fait la force de cette dynamique, c'est parce que justement, ce n'est pas tel ou tel qui décide de se positionner de façon arbitraire sur tel ou tel sujet. C'est parce que en fait, ce sont tous les chercheurs, toutes les personnes qui sont amenées à travailler ensemble, à innover, à échanger, à partager, qui finalement essayent d'être toujours avec des coups d'avance. Sur cette thématique, Sophia Antipolis, paradoxalement, a un coup d'avance par rapport à bien d'autres territoires. Lausanne, pour nous, n'est pas une problématique, puisque nous avons d'ores et déjà donc 90% d'espaces verts, comme je le disais, et sur les 10% qui restent, qui sont artificialisés, l'histoire, à nouveau, a fait que c'est quasiment à 3/3 équivalents qui sont l'emprise au sol des bâtiments existants, les routes et l'emprise au sol des parkings extérieurs. En tant que pouvoir public et aménageur, aujourd'hui, l'ensemble des PLU de Sophia oblige à ce que l'ensemble des parkings soient en souterrain ou en tout cas en infrastructure. Ça veut dire qu'on est, toutes choses égales par ailleurs, en capacité, en gagnant l'espace sur les parkings extérieurs existants, de construire autant que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça représente environ 1 500 000 m². Et ça a mis presque 60 ans, donc toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que sans toucher un espace vert, 1 m² qui est non artificialisé, on a une capacité à continuer à se développer de façon très importante. Si on devait aller au-delà de ça, l'ensemble du foncier qui est resté disponible aujourd'hui est du foncier public et on serait amené à pouvoir faire des ouvertures à l'urbanisation si besoin était, mais ce n'est absolument pas notre projet actuel. D'autant qu'un marché privé s'est créé en réhabilitation, en démolition-reconstruction, et avec François là-dessus, sur ces aspects de requalification de sites, avec Symphonia par exemple, c'est un exemple typique, ex-site chimie industrielle lourd, transformé en bureau de 10 000 m² avec une désartificialisation et avec, qui plus est, des gestions de risques inondations qui sont bien meilleures que ce qui préexistait, puisqu'avant il n'y avait rien. Et maintenant, il y a des bassins de rétention, il y a toute une gestion du risque qui est largement améliorée. Donc pour nous, ce n'est pas une crainte, ce n'est pas un risque, c'est plutôt une opportunité, parce qu'à nouveau, c'est le schéma et le modèle de Sophia que d'être dans la nature, d'être dans les arbres, d'être dans la forêt et de faire que finalement cet écosystème continue à se développer. Intrinsèquement, la Sophia Antipolis, effectivement, ce tiers qui est la nappe de parking est une opportunité. Les anciens sites sont une opportunité. Et puis, il y a les actifs aussi qui sont au bout d'un cycle de vie, qui sont libérés. On a pu aujourd'hui aller faire un certain nombre de visites avec Jean-Luc et constater que l'immobilier a un cycle de vie. Les ouvrages qui datent des années 80-90 commencent à avoir leurs difficultés, et difficultés de positionnement sur le marché parce qu'on arrive avec du produit neuf qui répond aux enjeux de l'utilisateur, à son bien-être, à son enjeu, à son quotidien. Et donc, nous aujourd'hui, société de gestion, développeurs et je dirais investisseurs sur Sophia Antipolis, on a regardé les trois prismes. C'est-à-dire, on regarde l'opportunité d'acquérir des sites avec des nappes de parking, de construire en infrastructure ou par silo des nouveaux parkings et d'amener des nouvelles opérations qui permettent de moderniser et d'offrir du produit neuf.
On en profite pour amener le réseau intérieur des bâtiments, on en profite pour amener l'autoconsommation, ramener de la performance énergétique sur les ouvrages pour libérer aussi de la capacité énergétique sur la zone de la CASA, sur la zone de Sofia, qui est un enjeu majeur pour aujourd'hui, je pense, la CASA. On fait, Symphonia, un exemple, c'est l'acquisition d'un vieil immeuble de production chimique et de R&D qui était vraiment passé. On le rase et on construit un immeuble neuf, toujours dans cette stratégie. Et puis après, il y a aussi les acquisitions d'ouvrages fatigués qu'il va falloir rénover. On voit que la difficulté aujourd'hui, c'est que les libérations sont un peu plus compliquées parce que les investisseurs c'est renoncer, hein, se dire bah voilà, mon immeuble, est-ce que je le refais, voilà. Je pense qu'on rentre dans un cycle où la CASA éveille l'attention des investisseurs régulièrement en leur disant non mais c'est fini, votre truc là, il faut arrêter. Soit vous réhabilitez, vous le remettez sur le marché, mais n'essayez pas de commercialiser un produit qui dévalorise la zone et le territoire. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on se positionne sur l'ensemble de la chaîne pour être en capacité d'offrir aux utilisateurs des produits qui correspondent, parce que tout le monde n'a pas la surface pour payer les immeubles de dernière génération. Tout le monde ne peut pas, et il faut être capable d'offrir un produit à toute maturité d'entreprise, qu'elle sorte de l'incubateur que pilote la CASA, jusqu'à la première levée de fonds, la deuxième levée de fonds. Et c'est ça la chaîne de Sofia, c'est avoir je pense, la CASA elle a besoin d'avoir des partenaires investisseurs, développeurs, qui offrent l'opportunité d'accompagner le développement des entreprises en fonction de ces trois opportunités. Et c'est ça que nous on essaye d'amener, et après on essaye de l'offrir à l'investissement aux gens comme Midi 2i. Et c'est vrai qu'en plus, comme il y a la croissance de 1500 emplois par an, ça veut dire qu'à un moment, il faut pouvoir les loger en termes de locaux pour leur travail. Il faut pouvoir les loger également au sens strict du terme, en termes résidentiels. Mais ça veut dire qu'on est dans un territoire de croissance, donc qui a besoin de continuer à produire. On n'est pas en décroissance, bien au contraire. Et Sofia, je le disais, 46 000 emplois, ça a pris 17 000 emplois en 10 ans. Donc on voit que cette croissance, elle est extrêmement forte avec des emplois à valeur ajoutée. Ce qui vient solvabiliser aussi, quelque part, la capacité et la nécessité de continuer à produire, parce que cette croissance nécessitera, quoi qu'il arrive, de la transaction et derrière de pouvoir avoir des locaux qui sont disponibles pour accueillir de l'activité. Je suis particulièrement ravi de l'avoir entendu à deux titres. Le premier, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a une technopole qui a une vision. Un aménageur qui a une vision, et aujourd'hui j'en côtoie et tous ne l'ont pas. Et donc déjà de fixer un cadre et de dire aujourd'hui notre force c'est la végétalisation dans une technopole et c'est un axe différenciant que l'on veut continuer à porter alors que cette technopole existe depuis déjà de nombreuses décennies, c'est quelque chose qui nous parle. Parce que je trouve que dans le métier d'investisseur demain, le sens qu'on pourra donner aux jeunes qui vont venir nous rejoindre, c'est également de pouvoir contribuer à régénérer des immeubles qui ont une obsolescence programmée. De toute façon, on peut se le dire, mais c'est une réalité, cette obsolescence programmée, elle s'accélérera dans le temps. Elle s'accélérera parce que la technologie, elle évolue énormément, parce que les usages évoluent énormément, les attentes des locataires, des entreprises, sont en pleine évolution également. Donc oui, on va être confronté forcément à régénérer les actifs. Et aujourd'hui, quand je vois avec François cet après-midi, quand on a vu le nombre d'actifs que vous avez pu et que tu as pu me montrer, quelque part, moi, la force que j'ai en dirigeant Midi 2i, c'est ce que je disais à François il y a quelques instants, c'est que nous, en fait, on est un entremetteur entre le monde de l'institutionnel et le monde de la construction. Notre singularité, c'est qu'on vient d'abord et avant tout de l'immobilier. Moi, mes premières armes, je les ai fait dans une entreprise major en immobilier et j'ai fait des travaux pendant des années. Toute l'équipe que j'ai constituée au niveau des investissements viennent de ce milieu-là parce qu'il nous semble essentiel que ce qu'on amène à nos clients, c'est d'abord et avant tout un support, un actif immobilier. Donc ça c'est important et en même temps, on parle le langage des institutionnels, qui est un langage très financier, qui est un langage avec des risques, qui
C'est un langage avec tout un tas de codes que nous savons aujourd'hui nous appréhender, et on vulgarise finalement l'acte de construire à travers leur code à eux très spécifique de financier. Et donc ces opérations, elles représentent des risques, forcément, parce que souvent quand on parle de régénération d'immeubles, on parle d'un immeuble où il n'y a pas forcément de locataires. Donc le contexte actuel, c'est vrai, est très difficile, mais ce contexte, il n'est que conjoncturel, il n'est pas structurel. Donc je pense que dans les mois ou les années à venir, on se repositionnera forcément sur ce type d'opération. Et si j'en fais à Sofia, j'en ferai avec Valimo. Voilà. S'il y a une conviction, c'est celle-là, parce que ce qui est important pour nous, c'est la proximité avec l'aménageur, la proximité, la connaissance des entreprises qui évoluent sur Sofia, et la compétence, parce que c'est quand même, ça requiert des compétences spécifiques que je sais vous possédez. Nous, finalement, on sait se parler avec François, on se comprend, on parle immobilier, c'est super, et moi j'adore ça, parce que ça me fait revenir à mes premiers amours. Et à partir de là, après, je peux le vulgariser auprès d'investisseurs, et je peux embarquer des caisses d'épargne, des banques populaires, demain des mutuelles, des assureurs qui sont pleinement investis dans les territoires et qui veulent demain faire évoluer les territoires dans lesquels ils sont investis. Et nous, humblement, je pense qu'on a la capacité, ensemble, à les amener sur ce type d'opération.